Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous allons dans la forêt de Mbao. Depuis 2008, cette forêt classée du Sénégal bénéficie d'un plan de gestion forestière reconnaissant le droit d'exploitation des hommes et des femmes qui travaillent sur ces terres. Les parties prenantes locales, le gouvernement et des ONG travaillent ensemble pour soutenir la préservation de la forêt, sa biodiversité et les moyens de subsistance des communautés voisines. Et à Mbao, plusieurs groupements de femmes participent activement à la transformation des décharges en parcelles agroécologiques de maraîchage, au reboisement et à sensibiliser les communautés à la nécessité de protéger la forêt. L'équipe de Croissance Verte est allée à la rencontre de l'un de ces groupements de femmes pour avoir un aperçu de leur travail au quotidien, vous le verrez dans un instant dans notre reportage, et pour parler de l'importance de la forêt de Mbao, des forêts classées du Sénégal et de l'intérêt de leur préservation, nous sommes avec le docteur Falilou Diallo, docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Donc merci pour cette invitation. Docteur Diallo, on se retrouve ici juste après notre reportage dans la forêt classée de Mbao. Il est signé Giro Togbe. Département de Mbao, commune de Pikine. Nous sommes au sein de la forêt de Mbao. La forêt classée de Mbao fait 722,5 hectares. Elle se trouve dans le département de Pikine, dans la commune de Mbao. Elle est entourée par 8 villages: Kamb, Kër Mbaye Fall, Fass Mbao, Petit Mbao, Grand Mbao, Darou Misset et Medina Kell. Au quartier Kër Mbaye Fall, des femmes regroupées en association pratiquent l'agriculture. C'est le cas du groupement FECFAC, comprenait subvenir à ses besoins, composé de 36 membres. Ces femmes s'activent depuis 2007 dans l'agriculture. Ceci sous l'onction de la forêt classée de Mbao. Ce groupement de femmes, nous avons créé en 2007. Le groupement a 36 membres. Nous sommes au nombre de 36 au niveau de cette organisation. Nous nous regroupions tous les jeudis pour faire de la teinture. Avant de faire l'agriculture, nous avons fait des transformations en céréales. Mais c'est en 2007, avec la collaboration de la forêt classée de Mbao, que nous avons commencé à faire de l'agriculture. Après, nous avons fait la teinture, nous avons fait produits de teinture. Et pour cela, nous sommes organisés en 2 groupes. Et chaque groupe fait une rotation de 15 jours. C'est le secteur de Mbao qui a commencé à faire l'agriculture. L'agriculture, nous avons organisé tous les jours, nous avons fait par rotation, par groupe. La collaboration avec la forêt Mbao a été très bénéfique pour ces dames. À Kër Mbaye Fall, où est planté cet espace maraîcher, les femmes y trouvent leur compte. Ici, nous cultivons chou, nous cultivons tomates. Nous cultivons toutes sortes de légumes. Il y a les choux, les tomates et les aubergines. Vraiment, nous sommes très satisfaites de cette collaboration qui nous rapporte énormément. Ces femmes font aussi partie du groupement. Presque au quotidien, elles viennent visiter leur culture. L'agriculture constitue leur principale source de revenus. Cependant, elles sont confrontées à quelques difficultés. Malgré l'aide de la forêt classée de Mbao, nous rencontrons souvent quelques problèmes, surtout au niveau de l'écoulement de nos produits. Mais donc, il y a un problème d'écoulement qui activité. Mais aussi, il y a un problème. Au problème d'eau aussi, nous sollicitons une aide pour avoir un panneau solaire, car c'est très pénible pour les femmes d'arroser avec des raccords. Donc, nous sommes obligés de dire des raccords, comme nous avons d'arroser, et puis c'est pénible pour les femmes. Village de Kamb. Ici, un autre groupement de femmes. À sa tête, Bineta, une sexagénaire qui nous accueille dans ce périmètre qui sert non seulement aux femmes, mais aussi aux étudiants stagiaires.
C'est son quotidien. Malgré son âge avancé, elle reste énergique, rompue à la tâche. Mieux, elle a une vaste connaissance des méandres du maraîchage. Les techniques culturales, les procédés de fertilisation des sols ou encore les subtilités liées à chaque type d'agriculture. Bineta les maîtrise à la perfection. Son histoire avec ce champ date de 2005. Mais vous faites que niveau tool bi la non en 2005 dañu dem ba gis ne place bi ndox mu ngi yàqu parce que booba teen bi dafa am ndox te kenn valoriser wul. Au début, personne n'avait plus un autre projet. D'ailleurs, nous avions commencé avec 6 500 francs seulement et des maigres moyens. Mais en 8 mois seulement, nous avons relevé le défi et gagné la confiance des agents de la forêt classée. gëmunu woon daal gëmul woon ne nun dañu bëgg a béy mais booba nun gis nañu ne teen bi c'est à valoriser. Dotée d'un sens fécond de générosité, elle forme aussi dans ce périmètre des étudiants dans le cadre de leur stage académique. Gis na école bi ñu ngi koy wax Guro Academy moom it muy jàngal ay élèves. C'est à partir de cela qu'une école a proposé en échange de mon savoir-faire sur l'agriculture de m'apprendre le digital. Ak agriculture yëpp dama leen koy jàngal fii nu nekk nii. Plan d'aménagement bi juddoo en 2012 enquête yi ñu doon def yëpp dañu doon jaar ci groupement yi ñu di leen dañuy jaar ci groupement yi ñuy waxtaan ak ñoom. C'est à partir de cela qu'une école a proposé en échange de mon savoir-faire sur l'agriculture de m'apprendre le digital. Alors, avec les différents partenaires, nous avons acquis beaucoup d'expérience au niveau de la transformation du miel et de l'anacarde. Ñu jël nu aussi yóbbu nu ba Casamance war nu nan la ñu amee lem nan la anacarde bi aussi amee production anacarde bi nan la ñu koy valoriser. Pour mener à bien leurs activités, ces femmes sont soutenues par la forêt classée de Mbao dans le cadre du plan d'aménagement de ce poumon vert qui a des objectifs précis tels que la régénération de la forêt. En fait, on parle de projet de mise en œuvre du plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao. En fait, quand vous entendez plan d'aménagement, c'est un document. C'est un document avec lequel nous travaillons. Il y a des objectifs bien précis dans le document et aussi des actions à mener pour une durée de temps. Quels sont ces objectifs-là? Les objectifs du plan d'aménagement sont au nombre de 4. Le premier objectif, c'est la conservation de la biodiversité. C'est de tout faire pour garder les fonctions que la forêt donne. Vous comprenez? La deuxième, c'est la récréation. La récréation, c'est permettre aux populations riveraines de venir dans la forêt, de respirer de l'air pour un premier temps, de se divertir. Le troisième objectif, c'est tout faire pour permettre aux populations riveraines de s'approvisionner en produits et services de la forêt classée de Mbao. Et le quatrième objectif, c'est aussi la conservation des sites névralgiques, comme par exemple les cours d'eau. Il y a un marigot ici dans la forêt qui passe dans la forêt classée de Mbao. Mooy sunu moo nekkoon sunu gis-gis dañu jëloon daal wut création d'emploi envers les femmes. Maintenant, nous nous réjouissons d'offrir de l'emploi à plusieurs femmes, mais aussi à des jeunes de cette localité. Et tout ça grâce à l'aide de la forêt classée de Mbao. Nan lañ leen di jàppale ci li ñuy liggéey parce que léeg-léeg nga génn benn séminaire wala benn dara. Le plan d'aménagement de la forêt classée de Mbao, après 10 ans d'exécution, doit aujourd'hui subir une révision. En attendant, le service forestier de cette forêt se rend plus proche des femmes. Ces travaux de maraîchage s'inscrivent dans le cadre de la protection de la forêt classée de Mbao. Parce que, comme nous sommes ici, ça, au début, depuis les années 2005, c'était un dépotoir d'ordures. Les femmes sont venues, elles ont commencé à nettoyer et à faire
du maraîchage ici. Quel a été justement votre accompagnement à l'endroit de ces femmes-là bénévoles qui ont décidé de verdir leur milieu de vie et tout ça? Quel a été l'accompagnement de la forêt classée? L'accompagnement du service forestier a été de les accompagner en technique agricole, en formation. Nous avons depuis 2005, on les accompagne avec des formations de compostage, de fertilisants bio et aussi de produits bio et toutes les techniques qui sont nécessaires à la production maraîchère. La forêt classée de Mbao a été immatriculée au nom de l'État en 1908 et plus tard classée en mai 1940. Sa superficie est passée de 815 hectares au classement à environ 722,5 hectares à l'heure actuelle. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec le docteur Falilou Diallo, docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine. Docteur, la forêt de Mbao est l'une des forêts classées du Sénégal. Quelle lecture faites-vous déjà des activités de maraîchage qui sont menées par ces groupements de femmes? Alors, j'en fais juste une très bonne lecture parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, le fait que ces femmes soient au niveau de cette forêt, ça donne une certaine vie à cette forêt. Non seulement comme on l'a vu dans le reportage, c'est-à-dire ces femmes sont également encadrées par des agents eaux et forêts qui vont sûrement le faire des activités non seulement de reboisement, mais également des activités comme par exemple le recyclage de la matière organique avec ces débris végétaux qu'on a dedans et aussi d'aménagement d'espace. Donc ça permet vraiment de maintenir cette biodiversité, mais également de permettre à ces femmes de pouvoir de faire des activités qui leur permettent du point de vue économique de gagner. En termes de, de revenus et également en termes de vie sociale. Donc ça, c'est une très bonne lecture que moi je fais sur cela et je pense que ce sont des choses qu'il faut vraiment maintenir, surtout dans les forêts où je pense que dans le reportage, nous l'avons entendu, que dans ces forêts, il y avait des dépotoirs d'ordures. Donc en réalité, le fait que la population s'implique, que soit en contact avec cette nature, ça permet de voir quelle est son importance d'utiliser, de préserver cette zone-là. Donc, et maintenant, comment ces activités agricoles peuvent permettre aux populations environnantes une certaine sécurité alimentaire en milieu urbain? Alors, première chose d'abord, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est une production qui est suffisante, mais une production également qui est saine, de qualité. Donc déjà, en termes de production, ça permet tout simplement à cette femme de fournir les marchés qui sont à proximité, les marchés locaux, etc. L'autre chose, c'est que ces femmes, c'est eux-mêmes qui produisent ces produits et c'est eux aussi qui sont, n'oubliez pas, qui sont dans les cuisines. C'est eux qui vont préparer tout simplement ces légumes, etc. Tout ça. Donc, elles vont faire de telle sorte que ces légumes soient de qualité, mais également des légumes qui sont de très bon goût, également avec les techniques des pratiques culturelles qu'ils ont appris et qu'ils vont appliquer sûrement. Certaines populations voisines mènent leur activité agricole dans cette forêt classée, avec le soutien et l'accompagnement des services étatiques compétents. Comment de pareilles activités peuvent-elles, au-delà de constituer des sources de revenus, permettre de préserver cette forêt classée? Alors déjà, du point de vue de préservation, c'est comme nous l'avons vu dans le reportage, c'est-à-dire cette forêt, quand on parle de la forêt classique de Mbao, n'oubliez pas, on parle du poumon vert de Dakar. Donc, c'est la seule superficie avec une superficie de 700 hectares, avec une telle densité de plantes végétaux qui jouent un rôle très important, non seulement du point de vue environnemental, mais également, tout simplement, c'est que ça nous permet d'être toujours en contact avec, avec la végétation, donc dont la plupart est très utile sur le côté sanitaire, mais également du point de vue sur le côté alimentation. Donc ça, déjà, ça permet tout simplement de maintenir cette biodiversité, mais également l'activité de ces femmes dans cette forêt permet de surveiller, d'être en contact avec la nature, mais également de tout simplement d'entretenir cette biodiversité et de veiller à ce que cette biodiversité soit durable et pérenne. Docteur Diallo, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, accompagne ces femmes depuis des années. Et au plus fort de la pandémie, ces femmes ont reçu des semences de qualité, des formations qui leur ont permis de relancer leur activité et leur production. N'est-ce pas là une belle leçon de résilience face à la pandémie de Covid-19? Effectivement, c'est une très belle leçon face à cette pandémie parce que tout simplement, le fait de bénéficier de ces financements, de l'obtention de semences, ça leur permet tout simplement de maintenir leurs activités, mais également le fait de pouvoir avoir accès à ces intrants parce que c'est l'un des problèmes au niveau de ce secteur.
l'accessibilité aux intrants, mais également leur disponibilité. Donc déjà, ça montre tout simplement que c'est un secteur qui n'est pas carrément autonome parce que c'est dans ce cadre également, je dirais que ce qui nous manque, c'est vraiment de valoriser ces filières-là, ces filières de production de semences au niveau local, mais également ces filières de production d'intrants comme les fertilisations également qui sont au niveau non seulement local, mais également qui peuvent être disponibles dans cette forêt parce que quand on parle de cette forêt, il y a forcément une production de déchets organiques, de matières organiques. Donc tout à l'heure dans le reportage, le lieutenant l'a dit, c'est-à-dire on forme ces femmes pour faire du compostage. Donc ce compostage qui est tout simplement une ressource importante en minéraux, donc qui permet tout simplement de valoriser ces déchets organiques qui proviennent de la forêt, donc pour tout simplement la production et qui va forcément jouer sur les rendements économiques. Alors quel impact d'un tel projet dans un contexte de changement climatique, ces maraîchages dans les forêts classées? Effectivement, déjà c'est un contexte climatique qui est très favorable parce que le fait qu'il y ait la forêt, ça donne un certain microclimat qui est très favorable au développement des cultures maraîchères. Parce qu'en réalité, quand on voit tout simplement là où se développent ces cultures maraîchères, ce sont des zones qui sont très particulières. Au Sénégal, si on prend, c'est la zone des Niayes. C'est une zone qui est tout simplement très proche du littoral, donc qui permet d'avoir, disons, l'influence de l'Alizé qui vient du maritime, etc. Mais également, c'est une zone qui est très proche de points d'eau, donc où on a facilement accès à l'eau. Donc tout ça, c'est des choses qui permettent de développer cette activité. Donc le fait de produire dans une forêt, donc là aussi, ça permet tout simplement de bénéficier d'un microclimat, mais également de bénéficier de plein de choses, à savoir la présence de ces plantes, donc le rôle qu'ils jouent sur le sol, sur le maintien tout simplement de la fertilité du sol, sur le maintien tout simplement disons d'atténuer plutôt la dégradation des sols, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui joue énormément au rôle. En plus de ça, il y a également ce rôle environnemental sur le dégagement des gaz à effet de serre, mais également sur la séquestration du carbone. Donc je pense que du point de vue climat, c'est une activité qu'il faut vraiment maintenir au sein de ces forêts-là, donc, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits. Maintenant, quel est l'impact de ces groupements de femmes dans le développement des activités économiques des régions et aussi l'autonomisation des femmes et des jeunes filles qui y résident? Alors, l'impact, elle est visible déjà. Donc, visible, pourquoi je dis qu'elle est visible? Parce qu'au niveau déjà des ménages, donc c'est tout simplement le besoin en termes de procuration de produits alimentaires, comme par exemple les légumes, etc. C'est quelque chose qui va vraiment être constaté au niveau de la dépense, disons, quotidienne, donc dans la maison. Mais également, l'autre impact, c'est-à-dire ça permet tout simplement à ces dames-là de continuer à participer déjà aux dépenses, de continuer tout simplement à satisfaire certains de leurs besoins qu'ils ont primaires. Donc également, le fait qu'elles parviennent à trouver le gain dans cette activité permet de résoudre beaucoup de problèmes du point de vue familial. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui a un impact au sein de la famille, mais également un impact au sein de la société. Et maintenant, comment davantage développer de pareils espaces maraîchers dans des zones comme les forêts classées, dans d'autres forêts classées par exemple? Alors déjà, je pense que ce ne sera pas un problème parce que déjà, ils bénéficient de l'encadrement des agents d'eau de forêt, donc qui sont en plan déjà d'aménagement de ces forêts-là. Et ils savent que, par exemple, ces activités sont très bénéfiques, non simplement à la vie de cette forêt-là, au maintien de la diversité, mais également qui sont très bénéfiques à la population parce qu'il y a une sorte d'implication de cette population-là, tout simplement à préserver cet environnement au niveau local. Face au problème d'espace dans des localités comme Dakar, comment pratiquer et développer le maraîchage en zone urbaine et périurbaine? Alors, déjà, oui, on parle de problème d'espace parce que tout simplement, il y a une forte demande au niveau du secteur d'immobilier. Mais l'autre chose, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier également, il y a toujours de l'espace qui nous reste. Parce que les cultures maraîchères également, il y a différents systèmes de production qui peuvent être réalisés. Aujourd'hui, si on prend, la plupart de nos terrasses sont vides. Ils sont souvent utilisés juste pour faire du linge. Donc, c'est des espaces qui sont possibles où on peut mettre des cultures de table, donc où il faut exploiter également. Mais entre ces espaces également, donc, il y a certains espaces qui sont libres.
donc dans lequel aujourd'hui, si on prend au niveau du stade de Léopold Sédar Senghor, donc tout au long là, c'est occupé par des fleuristes. Et ça, non seulement ça embellit l'environnement, mais également ça donne un autre aspect par rapport, disons, au niveau local, mais également ça permet aux jeunes de s'activer plutôt dans ce type de, disons, dans ce secteur d'activité qui est très rentable en point de vue économique. En parlant d'embellissement et de préservation de l'environnement, pour pratiquer le maraîchage, ce sont souvent d'anciennes décharges et autres espaces abandonnés qui sont repris pour être valorisés. Que vous inspire de pareils faits? Alors, de pareils faits, c'est tout simplement, effectivement, ça nous inspire que la préservation de l'environnement est très importante parce que là où il y avait des dépotoirs de déchets, donc si on parvient tout simplement à y faire des activités qui sont non seulement rentables, mais qui, du point de vue environnement, qui est très paisible. Donc je pense que ça inspire tout simplement qu'on doit continuer à avoir des pratiques dans le sens de préserver notre environnement parce que ça joue également un rôle très important sur notre santé. Et déjà, c'est des dépotoirs qui entraînaient tout simplement, disons, qui occupaient de l'espace, mais également qui produisaient des odeurs, disons, des odeurs au niveau des localités qui ne sont pas agréables, etc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser et continuer à pratiquer et au niveau, je dirais même au niveau national. Maintenant, comment accroître ce genre d'initiative au niveau national? Quelles mesures prendre? Alors, les mesures à prendre, je pense qu'actuellement, c'est la sensibilisation. Donc, la première chose à faire. Et la plupart du temps, c'est-à-dire, ce sont les dames également qui s'activent dans ce secteur. Et je pense que c'est eux qui sont beaucoup plus proches de la famille. Et sur ce côté-là, je pense que le fait de transmettre ça aux générations futures, déjà, c'est une solution. Donc, le fait que qu'ils voient la maman en train de faire ses activités et souvent ses enfants vont tout simplement suivre dans ces activités-là. Et l'autre chose, précaution qu'il faut prendre, c'est de pouvoir montrer qu'en réalité, ce n'est pas tout simplement des activités qui sont bénévoles, mais également ce sont des activités qui sont très rentables, qui peuvent jouer du point de vue économique au sein des familles, mais également au sein, disons, de toutes les localités. Vous êtes docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine. Quelle est l'importance d'une forêt classée comme celle de Mbao sur notre bien-être? Alors, notre bien-être, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire déjà là, ça favorise un microclimat qui est très important. Donc, et le fait qu'il y ait les présences de ces arbres-là, de cette biodiversité, ça donne tout simplement un espace très paisible à vivre parce que du point de vue dégagement des gaz à effet de serre, donc comme la plante qui joue un rôle très important dans cet aspect-là, mais également sur tout simplement, ça permet d'atténuer les conditions climatiques à ce qu'on voit actuellement qui continuent à, disons, créer tout simplement des environnements défavorables. Donc le fait de préserver cette forêt donne vraiment un environnement qui est paisible, donc un environnement qui est, disons, qui est bon à vivre. Voilà. Merci, docteur Falilou Diallo, pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes docteur en horticulture et agriculture urbaine et périurbaine. Merci beaucoup, donc à vous également. Donc merci pour cette invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.